What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour à tous, bienvenue au podcast de Nadia. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Elle s'appelle Dominique Anglade. Écoutez cette émission, vous allez bien vous amuser. Bonjour Dominique, ça va bien? Bonjour Nadia, oui ça va bien, contente d'être avec toi. Oh my God, je peux vous dire que je suis extrêmement heureuse de t'avoir aujourd'hui au Studio Créateur. C'est incroyable. Ben, ça me fait plaisir d'être là, vraiment. Alors, j'ai une question. Écoute, j'ai préparé plusieurs questions. OK, mais je vois rien d'écrit, fait que c'est tout dans ta tête. C'est tout dans ma tête. OK. C'est super dans ma tête. Je suis une fille Moi, je suis comme un freelance podcast, alors je pose des questions au fur et à mesure. Puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est que la veille ou 2 jours avant, je demande à des gens d'Instagram s'ils ont des questions personnalisées de m'envoyer, puis je pose des questions en même temps. OK. Alors, je suis trop contente. Alors, première question. J'aimerais savoir, quand tu es venue au Canada, tu es née au Canada ou... Je suis née à Montréal. Tu es née à Montréal? Je suis née à Montréal. Et tes parents étaient d'origine haïtienne. C'est ça. Comment c'était d'être au Canada avec tout ce qui se passe dans ce... Comme d'être venue d'origine haïtienne, tes parents, est-ce qu'ils étaient stricts? Est-ce que c'était facile? Parce que moi, j'ai de la misère avec ma mère jusqu'à présent, alors je ne sais pas comment c'était avec les tiens. Ben, mes parents étaient stricts, mais ils n'étaient pas hyper stricts. Ce qui était important pour mes parents, c'était l'école. Tant qu'on était bon à l'école, il n'y avait pas d'enjeu. C'était des parents très aimants. Très, très chaleureux, très, très proches de leurs enfants quand même. Là. Même si il y avait des principes peut-être plus stricts, mais c'était très proche de nous quand même. Donc, on était un beau noyau familial. Et donc, on est né au Québec. Puis la raison pour laquelle je suis née et j'ai grandi au Québec, c'est parce que mon père était prisonnier politique. Donc, la maison, c'était une maison où mes parents avaient beaucoup d'engagement sociaux, d'engagement communautaire auprès des femmes, auprès des gens qui étaient plus vulnérables, auprès d'Haïti, dans le cas de mon père. Donc, il y avait quand même une grande nécessité pour nous de redonner. Donc, cet exemple de redonner, c'était très omniprésent dans la maison. Puis, il y avait beaucoup de monde qui venait souvent. Donc, c'était une maison où on mangeait bien, on recevait bien. C'était très, très chouette. Ah, wow! Alors... si j'ai bien compris, ton cœur qui est si aimant, si gros, que je te vois dans la communauté, tu es un peu partout, tu aides un peu partout. J'ai vu que tu as une fondation Campé aussi.
Et puis, j'aimerais bien que tu me parles de ta fondation. Et puis, en même temps, j'ai fait une recherche. J'ai vu qu'il y a une école Anglade en Haïti. Ouais. Peux-tu me parler un peu de ça aussi? Bien sûr. Ben, on va commencer par l'école Anglade. C'est l'école de Roger Anglade, qui était en fait le cousin de mon père. OK. Anglade, en général, quand tu t'appelles Anglade, tu es d'origine haïtienne. C'est un nom qui est très typique. Ah oui, je savais pas. Ouais, haïtien. Bon, souvent on trouve en France aussi, dans la France, mais c'est un nom ici au Québec, en général, ça, c'est très associé avec la communauté haïtienne. Et donc, cette école-là, là, en Haïti, ça va pas très bien. Oui. Je sais pas comment va l'école présentement. La Fondation Campé, c'est une initiative qui vient... Alors, Campé qui veut dire se tenir debout en créole. Je vais me tenir debout. Ouais, Ma mère me disait toujours ça. Campé. Campé. Mais ça veut dire se tenir debout. Et l'objectif de la Fondation, c'est vraiment d'accompagner les familles ou des communautés vulnérables vers l'autonomie. Ça a vu le jour en 2010. Toute la réflexion derrière de Campé est arrivée avant le séisme en Haïti. OK. Bon, puis il y a eu le séisme en Haïti qui est venu prendre une toute autre proportion parce que, bon, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu plusieurs membres de ma famille. Moi aussi. Ça a pris une autre signification quelque part, mais l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les gens vers l'autonomie financière notamment, qui est toujours très importante. C'est plutôt que de dire, bien, voici ce que vous devriez faire, bien, voici des moyens d'y parvenir. OK, c'est un peu comme Mission Bon Accueil. Ça pourrait ressembler à Mission Bon Accueil, qui est dans mon comté. Hein? Je suis députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. C'est dans mon comté qui est Mission Bon Accueil. Mais l'objectif, c'est que les gens se prennent en main. C'est pour ça que ça s'appelle camper, être debout. C'est parce que c'est pas de l'assistanat. C'est vraiment que chacun puisse développer des compétences, puis après ça, être autonome. Donc, c'est l'objectif qui est visé. Ah, c'est bien. Pour de vrai, je savais même pas que vous voulez dire camper. Moi, dans ma tête, je pensais que c'était une signification créole, mais là, tu viens de l'expliquer et c'est l'est. Mais pour moi, c'était camper, oh my God, c'est quoi? Ah, c'est le fun! Ouais. Et en ce moment, parce que une des questions que j'avais reçues, puis moi aussi, depuis que je suis toute jeune, je regarde la politique. Ah non, laisse faire, je pourrais jamais apprendre à voir cette madame-là. C'est dans mes rêves. Puis là, quand mon assistant, Jerry, a dit, Nadia, j'ai eu un OK pour avoir... Non, arrêtons! C'est Jerry le man, tu sais. Là, j'ai dit, j'étais excitée. C'était le plus beau cadeau, pour te dire la vérité, que j'ai pu avoir et de t'avoir ici dans le studio créateur. Et une chose que j'ai eue comme question, c'est que le monde me demande où est-ce que tu prends ta passion d'aider et de vouloir être beaucoup dans la communauté. Ben moi, je pense que ce qui m'anime d'abord et avant tout, c'est que j'ai eu le privilège de naître au Québec. C'est un privilège parce que tu peux naître partout dans le monde, tu peux naître en pleine guerre, tu peux naître aujourd'hui dans des endroits très reculés d'Haïti où tu auras très peu de chance de te développer, de grandir, malheureusement. Puis j'ai eu des parents qui étaient très aimants. Dans les deux cas, c'est de la chance, c'est un coup de dé, c'est pas... y a pas... ça n'a rien à voir avec ta valeur à toi, ça a tout à voir avec le hasard de la vie puis de la géographie. Et parce que j'ai été aussi privilégiée dès la naissance, tant qu'à moi, bien, j'ai toujours senti qu'il y avait ça s'accompagnait d'une responsabilité. Puis ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu de difficultés dans la vie puis que je n'ai pas eu de moments extrêmement difficiles aussi. Chacun vit ses moments difficiles, puis moi, je suis comme tout le monde là-dedans. Mais ça te rappelle que, peu importe, tu as quand même une responsabilité de redonner à d'autres. Et je pense que c'est ça qui m'anime. Et la politique, c'est un moyen de faire en sorte que des gens qui ne sont pas nécessairement privilégiés ou avantagés de par la naissance ou de par l'environnement dans lequel ils se trouvent ou de par leur... Peu importe les raisons, qui ne sont pas nécessairement avantagés, qu'ils puissent avoir leur place au soleil, qu'ils puissent aussi être tout ce qu'ils peuvent être. Puis ça, c'est le petit moteur chez moi là, qui fonctionne, là, le petit moteur qui m'anime au quotidien, c'est ça. Je me dis, tu sais, cette personne-là, on pourrait s'assurer d'éliminer des barrières puis de permettre à cette personne-là de rayonner puis d'atteindre son plein potentiel parce que dans le fond, une société idéale, c'est quoi? C'est une société où chaque personne peut atteindre son plein potentiel, peut être tout ce qu'elle peut être. Puis là, tu as atteint, peu importe le domaine dans lequel la personne œuvre. Puis je pense que c'est ça qui est important, puis c'est ce qui m'anime au quotidien.
OK. Wow, c'est touchant parce que moi aussi, je pense que c'est ça qui m'a donné le goût. Quand je suis tombée en dépression, je me suis dit, ça me tente pas, ça me tentait plus de rien faire. Mais je partageais une chambre d'hôpital avec une madame, puis je regardais des émissions de l'occupation double ou bien d'autres choses. Puis ça me donnait le goût de revivre un peu. Mais pour vous dire la vérité, c'était une grosse bataille ce que je vivais parce que j'avais pas de famille qui venait me visiter à l'hôpital. Puis je vivais un rejet extrême. Alors, il fallait que mes enfants me demandaient de me lever, mais je n'étais pas capable. Alors, ma santé mentale n'était pas tout à fait là. Et puis, en étant mère monoparentale aussi, puis de demander de l'aide, des fois, tu ne veux pas demander l'aide parce que tes parents, surtout ma mère, elle me disait, tu vas voir, tu ne vas jamais rien aboutir parce que tu as eu un enfant à 16 ans, tu ne peux pas faire ci, tu peux pas. Puis, le fait que j'ai pas décidé de continuer mes études en droit, c'était vraiment une déception aussi pour elle. Alors, j'étais plus la fille que tu sais, parce que si t'es pas docteur ou t'es pas avocat, oublie ça, t'es pas rien à ses yeux. Alors, pour moi, c'était vraiment difficile. Alors, quand j'ai lu ton parcours, puis tu parlais beaucoup de la santé mentale et tu parlais à travers ce que ta mère a vécu, puis pour vous dire la vérité, c'est ce que je vis, jusqu'à présent, je vis, puis c'est difficile des fois de parler de qu'est-ce qu'on vit et tout. Alors, toi, en tant qu'enfant, parce que je t'en parle et je vois qu'est-ce que tu as écrit, qu'est-ce que tu as dit, puis moi, je m'en excuse si tu en as vécu tout ça, parce que moi aussi, je trouve que mes enfants, ils l'ont vécu vraiment difficile, le fait que je n'étais pas là et puis j'étais tout le temps à l'hôpital. Puis... Ben, moi aussi, j'ai une maman qui a fait une dépression, puis ça me rend toujours très émotive parce que ça te rappelle des souvenirs qui sont douloureux, dans le fond, parce que tu vois ta maman qui souffre, puis tu peux pas faire grand-chose. Moi, j'avais 10 ans à ce moment-là. Ma mère a été à l'hôpital, puis elle a fait différents séjours à l'hôpital, puis, tu sais, tu te dis, bon, ben on va quand même réussir à s'en sortir, etc. Mais avec la santé mentale, l'enjeu, c'est que la personne qui est atteinte d'un problème de dépression, c'est sûr qu'elle souffre. Mais elle souffre, ses enfants souffrent, ses parents souffrent, ses employés, son employeur. C'est une ramification énorme, les enjeux de santé mentale, et c'est toujours pas considéré comme... C'est pernicieux parce que c'est pas considéré comme une jambe cassée. T'sais, une jambe cassée, tu vas la réparer tout de suite, mais tu sais, la santé mentale, tu peux toujours attendre un peu. Il t'aide pas plus que ça, je trouve. Puis ça se détériore, puis ça a des impacts considérables sur l'ensemble de l'entourage. Et c'est pas visible. C'est pas... Ben, parfois, ça le devient. Hein? Ça devient visible, puis là, ça devient encore plus problématique. Mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas suffisamment considéré comme étant important. Et encore un sujet tabou, parce que les gens, parfois, ils ne veulent pas en parler. Il y a des suicides. La personne est décédée, puis on ne sait pas trop de quoi, puis surtout, il ne faut pas en parler. Donc, je pense qu'il y a énormément de travail encore à faire pour qu'on reconnaisse la santé mentale au même titre que l'on reconnaît une maladie, des troubles physiques, dans le fond. Oui, je trouve ça très difficile parce que je peux t'en parler, moi. Un de mes problèmes, c'est que, oui, c'est vrai, je suis tombée en dépression. Quand tu vas voir le docteur, elle dit, mais je vais doubler ta dose. Mais non, mais tu comprends pas, c'est pas en doublant ma dose, ça va m'aider, parce qu'en doublant la dose, ça te rend très fatigué, ça te rend agressif. Il dit, oui, mais donne un peu de temps, ça va fonctionner. Mais je dis, doc, je suis pas capable. Les médicaments, ça me rend plus agressif, c'est plus tough pour les enfants. Et quand j'en prends pas, c'est mieux. Alors, tu sais, il s'énervait, le docteur ne savait pas quoi faire avec moi. Alors, j'ai pris la délibération de partir une chaîne YouTube, d'en parler, de partir mon podcast. Puis c'est comme ça que je me suis un peu plus vu l'ombre et sortie de mon... Comment dire? Comme je suis une tortue, mais sortie de ma carapace. Ouais. Alors, je regardais qui parle, je regardais Occupation Double, un peu partout. Alors, je me suis comme délibérément sortie de mon... Jusqu'à présent, c'est une bataille, je peux te dire la vérité. Mais... à chaque jour, comme je vois des femmes comme toi, comme vous et comme d'autres personnes qui m'inspirent, et ça vient vraiment, ça me donne le courage de continuer à faire ce que je fais en ce moment. Et c'est jamais, ces affaires-là, c'est jamais facile. C'est jamais... Puis il y a peut-être plein de périodes de découragement là-dedans, puis tu te dis... est-ce que je vais m'en sortir? Ou est-ce que moi, je me souviens d'avoir eu des conversations avec ma mère où elle dit, j'ai tellement peur de retomber là-dedans parce que tu veux tellement t'en sortir aussi. Mais il faut s'accrocher à tout ce qu'on a. Puis, encore une fois, je pense que la responsabilité qu'on a comme société, puis c'est encore une fois une des raisons pour laquelle je fais de la politique, c'est qu'on doit pouvoir donner des ressources, des moyens aux gens qui souffrent,
Mais aux enfants aussi, pour les Oui. accompagner là-dedans, pour leur faire comprendre que, tu sais, si ta mère réagit d'une certaine manière, il y a différentes raisons pour ça aussi. Mais c'est pas facile parce que les enfants comprennent pas. Si, tu sais, une chose que tu as dit qui est très, très précieuse, tu sais, je suis un peu émotionnelle, là, mais... Là, je t'en prie, moi aussi. T'as dit une affaire que mes parents, ils étaient aimants. Ouais. Puis c'est quelque chose de... C'est vraiment touchant parce que quand t'as pas tes parents qui te donnent de l'amour, puis tu te sens rejeté en tout temps, c'est vraiment difficile. Je suis sûre. Puis tu veux t'en sortir, mais t'arrives pas, tu comprends ça aussi. Tu sais quoi, Nadia, je dis... Je sais pas ce que tu as vécu, tu sais, Non. mais ce que je sais, c'est qu'un enfant, il a besoin que quelqu'un lui dise qu'on l'aime. Puis à mes enfants, je leur dis tout le temps, je dis, il y a 3 choses qui sont importantes dans la vie, Ouais. que vous devez savoir. Le reste, je m'en fous, mais ça, vous devez le savoir. Vous devez savoir que vous êtes aimé. C'est la première chose que je leur dis. Vous êtes aimé. Tu sais, mon grand garçon, là, qui est plus grand que moi maintenant, que je prends dans mes bras, puis je sais que tu me trouves fatigante, puis je sais, je m'en fous. Je veux juste que tu saches, là, toi, un jour, là, tu vas pouvoir le dire, là, ta mère, là, elle t'aimait, OK? Puis je veux que tu retiennes ça. Je leur dis ça tout le temps. Tu sais, l'amour, c'est précieux. Puis la deuxième chose, c'est que ce sont des petites bêtes, des petits êtres extraordinaires qui ont un talent, peu importe, là. Ton fils qui a 19 ans, celui qui en a 13... 23 puis 14 ans. OK, 14. OK, là, je suis plus là. Mais chacun a son talent. Ouais. Puis il faut qu'ils le sachent. Je dis, vous êtes des personnes extraordinaires. Puis la troisième chose que je leur dis, parce que j'ai un trio, je leur dis, bien, le plus beau cadeau qu'on vous ait fait, là, c'est vous 3. Fait que prenez soin de vous, OK? Ne vous lâchez pas, prenez soin de vous. Puis dans la vie, là, soyez là l'un pour l'autre, parce que c'est ça qui va être important. C'est vrai, c'est très important parce que là, je partage ma maison avec un coloc. Puis lui, il a 2 enfants à sa charge. Comme je l'expliquais à votre assistante, c'est que lui, il a vécu des moments difficiles. Alors, je l'ai aidé à rebâtir sa vie de zéro à ce qu'il est en ce moment. Puis il y a 2 jeunes enfants. Puis leur maman elle a beaucoup de problèmes, des problèmes qu'elle doit se guérir, beaucoup. Alors moi, je donne beaucoup d'amour à ces enfants-là, puis je dis toujours, tu sais, il y a une association pour frères et sœurs, une association pour d'autres choses, mais il n'y a pas d'association pour les femmes, une mère qui aimerait donner de l'amour à un autre enfant. Moi, quand je vois un enfant, n'importe que ce soit quel enfant, je suis une femme qui aime ça donner de l'amour. J'aime ça donner de l'amour à tout ce que je rencontre. Je suis cet être humain-là. Une des choses que j'adore faire, c'est de donner... Mon podcast va s'appeler « Le diamant bleu » de Nadia. Puis le diamant bleu, ça signifie pour moi... Parce que t'es tout en bleu, avec des souliers bleus, avec du... Ça m'étonne pas que ce soit le diamant bleu, mais bon. Le diamant bleu, c'est parce que quand j'étais dans un centre, moi, je tombais enceinte à l'âge de 16 ans. Et là, quand j'étais dans un centre, ma mère m'a donné à une madame, une travailleuse sociale qui ne me connaissait même pas, mais à chaque fin de semaine, tu es supposée aller chez tes parents. Mais moi, ma mère, elle venait pas. Alors, la prochaine fin de semaine, j'attendais ma mère, elle venait pas. Là, elle a vu que je tombais en dépression parce que ma mère venait pas. Alors, elle a dit, écoute, c'est Noël, je vais t'amener chez ma famille. Alors, elle m'a amenée, malgré que c'était contre la loi du centre, du travailleuse sociale, elle m'a quand même amenée chez sa famille. Et une des choses que j'ai appris, c'est que quand elle s'en allait, she was going to pass away, elle est décédée, je ne savais pas quoi faire. J'étais en train de paniquer. Et puis, quand je suis allée la voir avant qu'elle meure, elle m'a expliqué que... J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Comme tu es la mère adoptive que j'ai pas eue, je ne sais pas ce que je vais faire. Elle a dit, écoute, le diamant bleu que j'ai sorti dans toi, mais tu vas le donner à d'autres personnes qui en ont besoin. Alors, j'ai été une mère adoptive pour toi, alors prends ce diamant bleu puis donne-le à d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai nommé mon podcast au diamant bleu. Le même amour que je peux donner à d'autres, à mon prochain, je peux leur donner et partager à d'autres personnes qui ont reçu. Mais tu sais, Nadia, je ne veux pas faire de la psychologie à 101, à 5 piastres, parce que c'est pas l'objectif, mais peut-être aussi que ton expérience que tu as vécue fait en sorte que tu sais à quel point c'est important. Tu sais ce que c'est que de ne pas avoir ce que tu aurais pu avoir. C'est ça. Puis ça te permet d'en donner davantage à d'autres. Tu sais, c'est peut-être ça la leçon de... Mais moi, je pense que c'est trop. Des fois, il y a des personnes qui disent « Mais c'est pas normal que tu es trop gentil comme ça. » Moi, je pense que c'est pas... tu sais, la gentillesse, c'est dans tout, là, ça vaut quelque chose. Tu sais, le don de soi, là, ça
faut beaucoup, ça vaut de l'or. Puis c'est pas mesuré en termes comptables, hein, en termes de chiffres, etc. Non, mais ça a vrai. une valeur considérable d'un point de vue de la société. Oui, c'est vrai. Mais t'es une femme inspirante pour plein d'autres femmes, pas juste moi. Comme, qu'est-ce que tu donnerais à une jeune femme ou à un jeune homme qui aimerait devenir où est-ce que toi, tu es devenue en ce moment? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Ben, je sais pas par où je commencerais, mais savoir ce qui t'anime, savoir ce qui te passionne, savoir où sont tes... qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Il est où le moteur? Il est où le petit moteur là, qui fait... Puis le petit moteur, c'est pas ce que tes parents aimeraient que ce soit, c'est ce que toi tu veux. Je regarde mes enfants, je suis pas comme eux, puis ce qui fait en sorte que mon fils va se lever le matin pour aller faire quelque chose, ben c'est son truc de football, il adore ça, qu'est-ce que je te dis, c'est ça. C'est pas moi, ça. Mais de trouver ce qui t'allume, premièrement, de trouver des gens qui croient, puis des gens qui croient en toi. Ça aussi, c'est important, de trouver cette relation-là qui te permet d'avancer aussi, quelqu'un qui va dire, tu sais, toi, tu vas être capable un jour. Puis ça n'a pas besoin d'être des centaines de personnes, ça a besoin d'être une personne qui croit en toi puis qui te donne un peu des ailes. Je pense aussi que ça aide. Tu sais, savoir s'entourer, mais savoir s'entourer, c'est des essais-erreurs aussi, hein. Parfois, tu fais trop confiance, parfois pas assez, donc c'est un équilibre. C'est un équilibre. Mais vraiment, trouver le moteur de ce qui fait en sorte que tu te lèves le matin, ça c'est important. C'est le nerf de la guerre, en fait. C'est le nerf de la guerre. Et si tu parlerais des jeunes qui n'auraient pas de parents, comme qui sont en ce moment, qui t'écoutent, puis qui sont en ce moment dans un centre de jeunesse, ou bien qui sont dans une famille d'accueil, qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes-là qui n'ont pas cette personne qui leur donne, comme qu'ils ont été un peu comme moi, qui n'ont pas eu une personne qui n'ont pas eu une maman ou un papa? Je ne sais pas si ce serait de trouver quelqu'un qui n'est pas nécessairement un maman ou une papa, mais juste une autre personne sur laquelle... Parfois, les personnes les plus inspirantes, ce n'est pas les personnes qui sont plus vieilles, hein, c'est les personnes qui sont plus jeunes. Oui, c'est vrai. C'est des personnes qui ont eu de la misère dans certaines affaires, mais avec lesquelles tu peux tisser des liens. C'est sûr que moi, je suis plus une petite bête sociale, donc je crois beaucoup dans les liens d'amitié ou des liens que tu peux tisser avec un autre jeune, une autre personne à qui tu peux faire confiance. Puis parfois, c'est pas facile parce que tu te retrouves dans des maisons, puis tu as de la misère à te faire confiance aussi parce que tu as été blessé plusieurs fois, puis tu te refermes. Mm-hmm. Donc, essayer de trouver cette personne-là. Je sais pas quoi d'autre non, c'est dire, bien, mais je pense que c'est ce qui aide, puis ce qui est à te lever le matin après, puis dire, OK, ben c'est une personne qui croit en moi, ben c'est déjà... c'est vraiment... C'est déjà pas pire. Fait que là, tu vas en avoir deux, puis mais c'est comme ça que tu bâtis, que tu bâtis la suite, puis tu sais, te faire confiance en ton talent, puis ce qui t'anime vraiment. Maintenant, il y a des gens qui savent pas nécessairement ce qui les anime aussi. C'est vrai. C'est facile. C'est vrai. Mais ça, il faut le trouver, il faut le chercher. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. À quel moment... Ou la question, c'est... À quel moment je suis heureuse? Là? À quel moment je suis bien? Dans quelle situation? Puis si c'est jamais, bon, c'est encore plus difficile. Mais s'il y a un petit bout, tu dis ça, j'ai aimé ça. Ça, ce petit moment-là, ça a été précieux. Comment je suis capable de répéter ces petits moments-là? C'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment touchant. Puis aujourd'hui, c'est une journée aussi touchante pour tous les personnes en ce moment. C'est avec l'émancipation. Qu'est-ce que toi, t'en passes aujourd'hui? Est-ce que tu as participé à quelque chose? Bien, j'étais dans mon comté tantôt. Mon comté, c'est Henri Sainte-Anne. C'est le comté qui inclut notamment la petite Bourgogne, Little Burgundy. OK. Et là, tu as des gens qui sont issus de la communauté noire. C'est probablement le plus vieux quartier noir au Québec, en tout cas à Montréal, au Québec, qui a vu naître des gens comme Oscar Peterson. Alors, j'étais au parc Oscar Peterson. Il y avait Oliver Jones qui était là, quand même, quand on parle de personnes inspirantes. Il y avait aussi Mme Richardson qui était là. Il y avait... alors, tu vois des personnalités qui ont marqué leur temps de manière indélébile. On se souvient d'elles. Ça rappelle les progrès que la société a accomplis, mais ça rappelle aussi le travail qui reste à faire. Oui. Parce qu'en reste, moi, dans mon comté, il y a eu des marches récemment, justement, pour
pour lutter contre les violences qui sont accrues, Oui. des jeunes qui ne prennent pas nécessairement le bon chemin. Oui, je comprends. Donc, il y a quand même beaucoup de chemin encore à parcourir sur la place des personnes racisées, la place des Noirs dans notre société. Puis ça, ben, c'est ça. Ça, c'est un combat constant. Indéfini, ouais. Puis il ne faut jamais confondre. Une chose qui est importante, à mon avis, c'est qu'il ne faut jamais confondre des avancées pour des acquis. Tu sais, parfois, il y a des avancées, il y a des gens qui réussissent à briser des plafonds de verre, c'est très bien, mais ce n'est pas un acquis. Ça ne veut pas dire que parce que cette personne-là a réussi, tout le monde peut réussir, ou ça va aller de soi. C'est pas vrai, ça. Non, c'est il y a chacun... plein de recul après. Ouais. Donc, il faut constamment continuer à développer des programmes, à encourager les gens, etc. Le recul, il est tellement facile. Wow! En tout cas, moi aussi, avant que j'arrive ici, je participais à un événement avec Be Loud. Il avait un événement aujourd'hui dans sa cour et tout. C'était touchant de voir qu'on parlait un peu de l'esclavage, on parlait un peu de tout, qu'est-ce qui est rendu, Puis j'étais habillée avec une affaire d'Haïti, alors il fallait que je fasse un show. J'étais un peu gênant, mais c'était le fun. Puis il y a toute une histoire par rapport à Haïti. On parle souvent, Haïti, ça va pas très bien présentement, mais Haïti a tellement contribué au-delà même de l'indépendance, mais de la lutte à l'esclavage. Exactement. L'abolition de l'esclavage en toute l'Amérique latine grâce à Haïti. C'est ça. Peu de personnes le savent et peu de personnes le répètent, surtout. Cette capacité d'influencer le reste du monde, ça a été significatif. L'émancipation des Noirs aux États-Unis, une grande influence haïtienne là-dedans. On n'en parle pas beaucoup, non. Ben, ça a été une grande influence. C'est pour ça que dans le sud des États-Unis, il y avait des gens qui regardaient ce qui se passait en Haïti, qui disaient « C'est quoi cette affaire-là? Là? On va pas... ils vont influencer de manière négative tout ce qui se passe chez nous. » Donc, il y a eu une grande influence positive d'Haïti sur l'histoire de l'humanité, puis on n'en parle pas suffisamment. Est-ce que toi, tes enfants, te posent-tu des questions beaucoup sur Haïti? Oui, puis moi, j'en parle. Oui. Je veux dire, est-ce qu'ils m'en posent beaucoup? J'ai eu la chance d'amener mes deux plus vieux, mon fils aîné, ma fille aînée, en Haïti en 2017. Donc, j'en parle. Je ne sais pas tout ce qu'ils retiennent. J'essaie le plus possible d'en parler, mais je ne sais pas tout ce qu'ils retiennent encore. C'est quand même une belle... Moi, la première fois que j'étais allée en Haïti, je vais vous expliquer, c'était pas pour une très bonne raison. J'étais une petite fille je m'entendais pas bien avec mes parents, alors on m'avait chipé en Haïti à l'âge de 13 ans. Imagine, tu habites à Ottawa, puis tu t'en vas dans une ville où tu connais pas personne, puis qu'on parle en créole. Alors, combien de temps t'es passé là-bas? J'ai passé 3 ans. 3 ans, de 13 à 16 ans? Écoute, 13 à 2 ans et demi, à peu près. Ouais. Après, j'ai contacté mon père. J'ai dit, écoute, maman, elle veut me laisser plus longtemps. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Alors, j'étais à l'école Immaculée Conception. La Lue? Non, mon uniforme était bleu et jaune. Immaculée Conception à Port-au-Prince. OK. C'était quelque chose. Puis tu habité chez ta tante, ton oncle? Chez mon oncle. Puis, imagine, tu sors d'un pays comme Canada. Non, mais je vais chez mon oncle où est-ce que tu te fais battre avec le ceinturon et tout le kit, là. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Mais c'est ce que moi, j'ai vécu de 14 ans à 17 ans en Haïti, parce que mes parents sont retournés là-bas, donc je peux bien m'imaginer. Imagine avec mes parents, par contre, je peux bien m'imaginer un peu ce que tu as vécu dans un peu traumatisée. Dans les années 90, en fait. Oui, c'est ça. C'était 95, pas... non, j'ai pas trop... je vais pas vous dire, c'était pas une belle expérience que j'ai vécue, mais... Ouais. Tu sais, quand même, je peux vous dire que j'ai appris à connaître. Mais c'est quand même bien. T'apprends de tes erreurs, t'apprends parce que l'éducation là-bas est tellement différente d'ici. Hein, alors, je vais jamais oublier ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites. Ah, mais c'est le fun. Et puis, comment t'aimes dans la partie politique et tout? Ça doit être beaucoup de pression sur vos épaules et tout? Ben oui, la pression est toujours là. La politique, c'est ça. Tu vis beaucoup de choses. Puis c'est une année qui va être importante parce que c'est une année électorale qui s'en vient. Mais tu gères beaucoup de choses en même temps. Tu es capable de... En tant que maman, moi, je trouve que c'est épatant. Tu es une maman, la politique, tu es dans la communauté, tu es dans l'entour de toi. Écoute, moi, je trouve ça extraordinaire. T'es vraiment fine. T'es vraiment fine de m'encourager. Ben écoute, t'essayes de faire un peu la part des choses aussi. Mais c'est sûr qu'il y a des volets. Encore une fois, il faut que tu te dises, pourquoi je fais ça? Pourquoi ce matin, j'avais une idée, j'ai dit, on devrait vraiment pousser cette idée-là.
Là, j'ai texté un de mes collègues, j'ai dit, c'est telle affaire, là, on devrait penser à ça, là, tu devrais réfléchir à ça. Quand tu as des idées que tu veux mettre de l'avant, que tu veux pousser, on est une société qui est chouette. On a une belle société au Québec, mais on peut l'amener encore plus loin ailleurs en termes d'ouverture, en termes d'environnement, toute la question des enjeux climatiques, en termes d'enjeux sociaux également. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire et d'offrir. Puis je pense que c'est ça, moi, qui m'anime au quotidien, c'est de se dire, bien, je peux faire avancer des causes qui m'interpellent. Après ça, bon, ben, c'est comment tu coordonnes tout ça, c'est tes voyages, tes absences, comment tu intègres ça. Parfois, les enfants se joignent à mes tournées, on va partir quelque part, puis ils vont venir se joindre à moi, puis ils vont aller faire un tour en Gaspésie avec moi, par exemple. Mais ça, c'est ça. Tu le prends, faut pas, je crois qu'il faut pas l'imaginer, tu sais. Parfois, tu peux te faire des longs plans, dire comment ça va marcher, etc. Just do it. OK. C'est pas de compliquer l'affaire, là. Prends-le au jour le jour. Dis, bon, là, je vais faire ça, je vais faire tel plan, etc. Pour le mois de septembre, ça va avoir l'air de ça. Pour le mois d'octobre, je verrai plus tard. Sinon, tu prends-le par bouchée. Mange l'éléphant une bouchée à la fois. OK. Sinon, otherwise, it's too big. Alors, tu sais, prends l'éléphant une bouchée à la fois. Ah, OK. Mais en tout cas, c'est quand même très inspirant ce que tu fais et puis qu'est-ce que tu offres dans la communauté. Moi, je trouve ça, wow, comme amazing. You're like an amazing woman, comme la mère de Kiari aussi. Écoute, qu'est-ce On que peut-tu l'applaudir? Oui. Elle est maintenant sénatrice. Sénatrice au Canada. Et Amina Gerba, une femme extraordinaire. En tout cas, je pense que c'est important de le dire. C'est très important. Elle est devenue sénatrice il y a quelques jours. Et ça aussi, c'est une femme inspirante, très inspirante. Tout à fait. C'est une personne que... Il n'y a pas une fois où j'ai vu Amina Gerba, puis je n'étais pas contente de la voir, elle n'était pas positive, elle n'avait pas quelque chose de positif à faire, à dire, à faire avancer. Donc, vraiment, elle le mérite, là, mais soulignons son apport. Moi, je trouve qu'elle est une femme inspirante, puis je trouve aussi que son fils, Kiari, écoute, on est au studio curateur de Kiari en ce moment, si vous écoutez cet épisode-là, puis... Qu'est-ce qui m'inspire beaucoup, c'est que son fils, il a écrit un très beau texte. Si vous allez voir Kiari sur Instagram, allez lire ce qu'il a écrit sur sa maman. Puis c'est ça qui est très touchant, c'est que voir les enfants qui inspirent à travers leurs parents, puis qui est capable de voir ce que les parents font, c'est tellement touchant. Je trouve que c'est extraordinaire. D'avoir été capable de maintenir ta relation avec tes enfants. Exactement. De faire quelque chose qui te passionne, que tu aimes. Moi, je trouve que c'est très... Moi, ça très inspirant, vraiment. Et moi aussi, j'ai lu le texte, alors je lui ai dit moi-même à Carrie ce que je pensais de son texte directement tantôt. C'est touchant. En tout cas, Dominique, je suis tellement contente de t'avoir eu dans mon émission aujourd'hui. Tu es une femme extraordinaire, comme la maman de Kiari et toute la personne qui les entoure. Je trouve ça tellement amazing. Puis j'espère de te revoir bientôt. Merci. Merci à toi, Nadia, puis merci aussi de ton... de ton ouverture puis de ta capacité à partager avec les autres ce que tu vis, ce que tu as vécu. Parce que ça fait en sorte que les gens peuvent s'identifier à ça puis se dire, ben tu sais, je la regarde, puis chaque geste que tu poses ou chaque personne que tu touches, ben tu sais pas l'impact que ça a sur cette personne qui, elle, dit, ben si Nadia le fait, ben moi, je vais le faire aussi, je vais être capable aussi. C'est une incidence considérable. Merci. Alors, merci toi pour toute ton ouverture et tout ce que tu fais. Oh, merci beaucoup. Puis ça me touche vraiment. Puis continue le beau travail que tu fais dans cette communauté. Je te chapeau. Je vous lève le chapeau. Pareillement. Merci beaucoup, Nadia. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous. Si vous écoutez cette émission, on a eu Dominique Anglade et puis on a eu beaucoup de surprises. Allez regarder cette émission. Bye. Bye.